Dieu, les temps ne sont pas loin. Oh, sur un grand tas d'or, vautré dans quelques coins, ayant rongé. Bienvenue chers auditeurs sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, votre web radio préférée. François-Xavier Consoli au micro, je suis en compagnie de mon camarade fidèle comme toujours sur son destrier, Perceval Le Lorrain. Bonjour, bonsoir chers auditeurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un artiste aux multiples talents. Nous allons parler musique avec lui, nous allons parler de son album Fugue qui est sorti en 2019, donc cette année. Nous sommes avec Romain Guérin. Salut Romain. Bonsoir à vous et merci de m'inviter et de me donner la parole. Et bien si on te donne la parole, c'est parce que tu es une personne qui mérite de l'avoir, parce que tu as du talent. Nous invitons des talents sur Radio Lorraine Enragée. Donc, nous allons parler musique avec donc, cet album Fugue que tu as sorti cette année. Un album à la fois mélancolique, à la fois rock, chanson française qui fait rappel certains chanteurs. On va bien sûr parler des influences, mais alors cet album, j'ai l'impression à l'écoute de cet album qu'on a affaire à un chanteur, un artiste qui est passionné par le voyage, par une certaine forme d'exil. Est-ce que c'est un peu ça ? Oui, alors même si je pense que j'ai pas le courage de mes ambitions de voyage, on va dire physique, c'est-à-dire que je rêve souvent je me vois partir sur un bateau seul, etc. Et malheureusement, ça correspond pas trop à mon tempérament, qui est un tempérament plutôt d'enraciné, avec ces petites habitudes que j'ai dû avoir pour lutter contre une forme de dépression, où j'ai dû avoir comment dirais-je, structurer mon temps et structurer mon espace. Mais c'est vrai que souvent, quand je marche, ou je me vois souvent sur un bateau. Alors après, j'ai appris, en faisant un peu de généalogie, que j'avais des origines bretonnes et vendéennes, donc il n'est pas interdit de penser que dans mes ancêtres, il y a eu probablement des marins. Mais en tout cas, je suis content si on perçoit ça, parce que en termes d'auditeurs, je pense que c'est ce qu'on attend de l'art, c'est que ça nous fasse un divertissement, en tout cas, parce qu'il y a des divertissements, on va dire... il y a des bons divertissements et des mauvais divertissements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire voyager, mais est-ce que... Oui, voilà, c'est-à-dire que... Non, mais c'est un peu ça. Mais en tout cas, on va dire... Parce que moi, effectivement, j'ai une vision de l'art au départ qui est très naïve, en fait. Aujourd'hui, le contexte me pousse parfois dans mes retranchements et à politiser entre guillemets mon discours, ce que moi je pense pas, c'est juste que je veux décrire le réel. Mais je pense que l'art, il faut pas le prendre non plus pour ce qu'il n'est pas, même si il est aujourd'hui un extraordinaire facteur de propagande. À la base, l'art, c'est un divertissement noble, un noble divertissement, et si en écoutant cet album, dans une voiture, on a l'impression d'être je ne sais où, c'est que c'est réussi. Parce qu'il ne faut pas non plus donner des ambitions à une production musicale inexistante, quoi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se prendre trop la tête non plus, quoi. Balzac, on peut en discuter. En lisant Balzac, tu te rends compte que le mec était à la limite plus sociologue. Dernièrement, je lisais, je sais plus quel livre je lisais, mais putain, je voyais plein de pages, je me dis, attends, on dirait limite de la sociologie, quoi. Donc là, effectivement, il y a une profondeur, tu sens que le mec, il a bossé son sujet, même si ça peut être divertissant. Mais c'est ce qu'on m'a dit dans les différents retours. On m'a dit, mais ton album donne... d'ailleurs, dans un entretien que j'ai donné aussi pour une revue, ce sera écrit pour le coup, il m'a dit, ouais, on a envie... Il m'a parlé de road trip, lui. On a envie de prendre la voiture et d'y aller. Et tant mieux, parce que dans ces temps un peu gris, et quand tu vois le prix de l'essence, en plus, ça donne pas envie de prendre ta bagnole. Si moi, je donne envie de tracer la route... Oui, alors... c'est pas vrai ce que je viens de dire, parce que moi j'ai à mesure de mes moyens ce que j'adore faire, parce qu'en fait je me rends compte que je suis très, très enraciné, très français, parce que je suis en France peut-être, mais c'est pas pour dévaloriser le reste de la planète. Il y a des endroits magnifiques, mais moi mon plus grand bonheur c'est de prendre ma voiture et de parcourir la France, quoi. Et quand je peux, alors, suivant mes moyens, mais ça peut être juste faire 200 km, et je sais que c'est toujours une joie
marqué matinée un peu de De des mélancolie, fois de mélancolie et puis de déception ou d'horreur aussi parfois quand je vois ce que je vois, ce qui me surprend pas, c'est-à-dire parfois des villes moyennes complètement délaissées à l'abandon, qui ne sont plus, enfin c'est Bagdad en fait, voilà, bref, mais bon, On développera ça. voilà, mais par contre moi mon plus grand bonheur, j'aimerais juste pouvoir je pense que mon bonheur aujourd'hui, ça serait d'avoir juste les moyens de quand je veux prendre ma voiture et de tracer je ne sais où. Et ça peut être n'importe où, parce que je connais un peu la France. Ce que je critique aussi sur pas mal de porte-parole aujourd'hui de soi-disant nationalistes, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas la France. Moi, j'ai la prétention de connaître non seulement les Français, parce que par mon différent travail métier on va dire de petites mains, de manard, sur les marchés notamment, mais aussi géographiquement. C'est-à-dire que, évidemment, à la France, il faudrait 1000 vies il y a une densité culturelle tellement incroyable que, bon, bah, même Paris, je crois qu'en une vie, on ne pourrait pas faire les musées et toutes les rues. Mais je crois que je dois être un des gens un peu, aujourd'hui, un peu connus de ce milieu-là, qui, je pense, qui connaît le mieux la France, même si j'aspire à la connaître encore plus, parce qu'effectivement, à part l'Écosse, l'Irlande et l'Italie peut-être, où là j'ai des grandes envies, d'ailleurs j'ai fait mon voyage de noces en Écosse. D'ailleurs je fais une petite parenthèse, il y a un tropisme africain chez même les nationalistes que je trouve hallucinant, c'est-à-dire que dès qu'ils ont 15 jours ils vont en Afrique, ce que je comprends pas, quoi, parce que moi je descends de chez moi, je suis en Afrique, donc... non, mais je comprends pas pourquoi ils sont pas attirés plus par des pays européens comme l'Irlande, l'Écosse, qui sont pour moi comment dire, c'est le jardin d'Éden en fait. C'est l'Écosse, c'est vraiment en fait un jardin. Bon, bref. Donc voilà, mais sinon, non, moi sinon c'est la France, la France, la France. Et effectivement, oui, je sais pas si les gens le percevaient comme ça, mais oui, prendre sa voiture, ne serait-ce que faire 100 km, mais juste, tu vois, moi j'arrive dans un petit village. Putain, la première chose que je fais, c'est l'église et les artisans. Voilà. Et c'est ça mon bonheur à moi. Tu vois. Voilà. Quand on est venu sur Lyon, on a écouté un album de deux rappeurs lyonnais qui s'appellent Tchoubkovski et Anton Serra. Et dans un des morceaux qui s'appelle Pinacle, Anton Serra dit... il décrit en fait l'idée qu'il aimerait bien quitter Lyon et aller juste dans un chalet en montagne pour faire vivre son fils, etc. Et il y a une très belle phrase, je trouve, moi je pense que du coup ça va un peu résonner avec ce que tu as dit. Il dit « Ailleurs, c'est tellement près ». C'est vrai qu'il y a ce désir de voyage finalement peut s'incarner dans ne serait-ce que découvrir sa région en fait, tout simplement, et qu'il y a mille et une richesses juste à côté de soi, et que le monde moderne nous a tellement éduqués à voir ailleurs, à nous faire rêver sur les plages aux Caraïbes, etc., qu'on en a oublié que, comme tu dis, juste à côté de chez nous, la France, en fait, c'est le plus beau pays du monde. Oui, mais d'ailleurs, même philosophiquement, moi qui suis un peu un élève des Grecs, des Stoïciens, etc., le vrai voyage, il est intérieur. Enfin, moi, à la limite, quand t'es une... J'aime pas trop dire ce genre de choses, mais quand t'es un noble selon la nature, comme dirait Schopenhauer, ou que t'as une âme assez riche, moi, tu me fous dans une cellule de prison pendant 5 ans, je te ponds plein de trucs, tu vois. Je te ponds des poèmes, je te ponds des romans. C'est ça la vraie liberté. Ça me dérangerait pas tellement, tu vois, de pas bouger. Maintenant, effectivement, il faut pas sombrer il faut de la matière pour tout. Et c'est pour ça que tu ne trouveras pas je crois qu'il n'y a pas de grand roman d'un auteur de moins de 35-40 ans. Je crois que Céline a écrit Le Voyage à 35-36. Autant la poésie, c'est au niveau des sensations, donc un Rimbaud peut exister, autant un Balzac, un Victor Hugo, ça n'a pas 20 ans, quoi. Parce qu'à un moment donné, moi qui ai essayé, oui, j'ai pu écrire 2-3 poèmes fulgurants à 20 ans. Tous les premiers romans que j'ai essayés, c'était de la merde. Déjà, probablement parce que le style, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir noirci quelques pages pour savoir, voilà. Et après, il faut avoir vécu quand même. Et c'est vrai que ton petit voyage dans ton âme, je ne veux pas parler de Marquet Noir-Dame parce que je l'aime pas, mais en plus lui c'est très germano-pratin, très bourgeois, très on va dire
orientophile, quoi. C'est ce qui est assez incroyable. Mais si nous écoute, oui, bah, Tu Marc peux Edouard, financer le ouais. Tipeee Le Marc Tipeee, Edouard. Marc hein. Ouais, ça t'empêche pas, tu sais, tu vends une pochade à la con et puis tu finances. Non, à un moment donné, tous les grands écrivains, et vous pouvez le constater, sont des gens qui ont été en contact. C'est-à-dire que Louis Ferdinand était médecin, et c'est pour ça que le voyage a été possible, c'est parce qu'il avait une science des hommes, qu'il a vu. Balzac était clerc de notaire, donc c'est-à-dire qu'en fait, il a lu l'âme des hommes dans les rapports, tu vois, parce que c'est où que tu vois l'homme dans sa vérité, quoi. C'est-à-dire que c'est chez le notaire, chez l'avocat, chez la pute, Dans les chez petites les choses flics, horribles du chez quotidien. les pompiers, voilà. Eh oui. Parce que sinon, à l'université, quand tu le vois pas. L'université, ça peut t'aider à avoir quelques... Tu lis quelques livres, voilà, quoi, ça peut t'aider à avoir quelques concepts. Mais c'est le problème, c'est-à-dire que moi, je crois être de cela. Je crois que vous avez vu la preuve, c'est que je suis prolétaire plus et j'ai emmagasiné pas mal de choses. Mais donc pour revenir à ce que je disais au niveau du voyage, c'est qu'effectivement le problème c'est que c'est assez incroyable quand on a un pays comme la France, mais on a mis dans la tête des Français, eux ils appellent ça, tu sais, place to be, tu vois. C'est-à-dire que le monde entier veut venir en France, le visiter. Enfin, il faut savoir qu'il y a des gens, des Chinois, ils cotisent pendant 20 ans sûr. pour dire je suis allé à Paris, tu vois. Et il n'y a que les Français qui trouvent que la France c'est nul. chiant et qu'il faut aller au Qatar, tu vois. Pour voir quoi Voilà, Dubaï pour voir des Pour grains de voir sable. des gratte-ciel dans le désert qui sont... malheureusement, il faut avoir quand même cette... Ça, pour le coup, je pense que c'est mes parents qui me l'ont transmis, même si quand j'étais gauche, je trouvais ça chiant. Mais oui, malheureusement, en fait, aujourd'hui... Moi, j'aime pas trop le côté voyage, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est très justement... c'est de la consommation, quoi. Même quand C'est du j'étais... tourisme, en fait, non, C'est dur d'être voyageur sans être touriste en fait. Tous les voyageurs te diront qu'ils veulent de l'authenticité. C'est quasiment pas possible. C'est possible à petite échelle, c'est-à-dire que moi quand je fais des petits tours en France, je me sens pas touriste, tu vois. Mais après oui, de toute façon c'est un problème de massification, c'est un problème aussi de comment dire on a réifié la chose, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui un voyage c'est quelque chose, ça a un coût, ça a une durée. Tu peux t'assurer pour, enfin tu vois. Alors que moi quand je te dis que je pars, c'est je prends ma caisse et puis voilà. Donc, mais oui, j'aime beaucoup faire ça parce que je pense qu'effectivement tous les nationalistes, dans ma tête étant nationaliste, un Français qui aime son pays, hein, ça va pas plus loin, devrait quand même s'offrir quand même. Il faut arrêter avec l'idée que tout est perdu, quoi. Moi je prends toujours l'exemple de la guerre 14-18. Juste après, il y avait la grippe espagnole, quoi. Enfin, il y a un livre que j'avais conseillé, une émission que j'avais fait. C'est la Charrette bleue, je crois que ça s'appelle. C'est de celui qui a écrit... comment il s'appelle ? Je vais pas retrouver. Celui qui a fait Ravage, Barjavel. Ouais. Et justement, ça, c'est lui qui est très dans la science-fiction et tout. C'est un roman un peu autobiographique et il parle de cette période, quoi. C'est-à-dire 14-18, ça a décimé tous les villages français. Il y a même des femmes qui ont dû partir de villages tellement c'était, il n'y avait plus personne, quoi. Et juste après la guerre, tu as la grippe espagnole. Donc nous, de quoi on parle ? Parce qu'il y a 2-3 qui nous font chier. Enfin, faut aussi redresser un peu la tête. Même si c'est mort sur plein de sujets. Moi, je sais que la France, telle que je l'ai vue encore aujourd'hui, il y a des endroits magnifiques. Donc en tout cas, voilà, si ça donne un peu l'envie de bouger, pourquoi pas. Mais il ne faut pas trop bouger. Il faut surtout s'enraciner ou bouger, en tout cas verticalement, quoi, en profondeur. Tu parlais de tes ancêtres marins. Et que tu disais, je suppose, j'en sais rien. Tu vois. On le sent en tout cas dans une des chansons. T'es de la région lyonnaise à la base ? Non, je suis né à Sainte-Foy-les-Lyons, mais après moi j'ai passé mon enfance à Mâcon. D'accord, mais donc a priori pas à côté de la mer. Non, pas du tout. Voilà. Et donc est-ce que tu crois que d'une certaine manière, il y a des choses, on va dire, de manière inconsciente qui se transmettent de génération en génération ? Je crois que c'est de plus ou moins, maintenant c'est prouvé par... Avant je crois qu'ils appelaient ça la métapsychologie, des choses comme ça, sur les traumatismes, etc. Mais, psychogénéalogie, je crois. Ouais, des choses comme ça, mais au départ qui était perçu comme un peu, si tu veux, l'astrologie, comme quelque chose de voilà, en gros, quand une personne est arrivée, voilà, je suis dépressive, mais oui, c'est parce que tu as un arrière-grand-parent. Bon, il y a à boire, à manger, il y a ce qu'on veut, mais
En tout cas, moi, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai pas eu vraiment. Après, c'est en vieillissant. Par exemple, aujourd'hui, il paraît que les Français se passionnent pour la généalogie. C'est un phénomène nouveau. Et il y a plein de phénomènes comme ça que tu ne verras pas à BFM TV qui peut te donner l'espoir qu'on a un réveil. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui se reconvertissent. C'est-à-dire le mec qui est avocat, il devient boucher. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. Énormément de personnes, c'est l'exode urbain. Ils quittent les villes pour réinvestir les campagnes. Et On voit énormément à Paris. il y a un désir de généalogie. C'est-à-dire qu'en gros, dans la masse des gens, il se passe quelque chose quand même sur un point de vue identitaire. Bon, moi c'est venu comme ça en vieillissant, parce que quand t'as 20 ans, quand t'en as rien à foutre. Et moi j'ai vu, mais a posteriori, c'est que j'avais vu que j'avais une appétence pour les pays de l'Est, principalement Hongrie, Prague. Enfin, j'ai visité Budapest et Prague. Je sais pas, j'aimais cette forme de... pas de froideur, mais c'est pas le terme, mais... Forme de réserve. Sobriété Oui, qu'ils sobriété. ont, Oui, c'est ça. je sais pas Réserve pourquoi. de la sobriété Et heureuse, sauf que ouais. je me l'expliquais pas, tu vois. J'aimais ça, j'ai toujours été passionné par l'Italie et par, on va dire, la Bretagne et tout ce qui est celte, parce que pour moi la Bretagne et l'Écosse et l'Irlande, c'est pareil, c'est les mêmes peuples. En vieillissant, Fil qu'est-ce que rouge. j'apprends? Que j'ai un arrière-grand-père qui était hongrois, qui s'est engagé dans la Légion étrangère et qui s'est marié avec mon arrière-grand-mère qui était sicilienne, et que tout du côté de mon père et du côté de ma mère en partie, ils sont bretons. Bon, Il n'y a pas de hasard. alors quoi. si tu veux, à un moment donné, je me dis pourquoi, voilà, pourquoi j'étais, tu vois, pour moi en tout cas, ça a été la confirmation, et sincèrement, il n'y a que comme ça qui puisse expliquer la violence des sentiments que j'ai. Tu vois, par exemple, l'Écosse, pour moi, c'est indicible, la Bretagne, c'est indicible. Quand je vois un paysage, j'ai beau être poète, machin, tout ce que tu veux, j'essaye de le transmettre. Enfin, ça, c'est Rousseau qui dit très bien, c'est l'écrit est déjà une défaite, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu essayes, par tout le génie que tu as, de transmettre cette richesse que tu as en toi, mais à partir du moment où tu la formalises par la grammaire, l'orthographe, c'est déjà une perdition, quoi. Parce que le sentiment, lui, il est... Eh ben, moi, j'en ai les larmes aux yeux quand je pense à l'Écosse, etc. Et je me dis, c'est obligé que j'ai des origines. Tu vois, par exemple, quand je pense à l'Inde, j'ai un sentiment de répulsion, quoi. Et même, quoi, tu vois. La Chine, j'ai pas de sentiment. Le Japon, un peu. Je me dis, tiens, c'est peut-être le seul pays asiatique que j'aurais bien visité, peut-être avec le Vietnam. Mais aucun sentiment métaphysique, tu vois. Alors que dès que je pense Irlande, Écosse, Italie et Hongrie, je sais pas, il se passe quelque chose. Et bizarrement, j'ai des ancêtres là-bas. Voilà. Donc ouais, il y a toujours tout finit par s'expliquer en tout cas. Et on retrouve dans ton album. On n'a pas beaucoup parlé de musique. On n'a pas encore, beaucoup hein. parlé de mais bon, musique. On voit tout C'est de déjà suite. parti sur. C'est ça, justement, c'est ça la beauté de la spontanéité. Mais donc voyageur quelque part, donc un solitaire, mais aussi, ça c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu, un chanteur engagé. Alors attention, tout de suite. Dégagé. Voilà, un chanteur engagé, plutôt dégagé. Mais comme souvent dans les mots, il y a à boire et à manger, il y a du bon et du mauvais. Et On va pour dire citer le un ami que j'aime bien, que je vous invite si vous voulez aller à la Bretagne, il s'appelle Christophe BZH, Ouais. qui est pour moi un parolier. Je sais pas si vous le connaissez, non? Ce Un qu'il petit a fait. peu, ouais, T'as- un petit peu. t'as- t'as joué Premier- un morceau ouais, avec ouais, lui, mais c'est son vrai. premier album, enfin, c'est vraiment pour le coup, c'est un chansonnier, moi, ce que je ne suis pas. Mais c'est un chansonnier. Il dit, je suis engagé, oui, mais par personne. Voilà. Oui, bah, c'est un peu Alors, ça. je suis engagé, oui, mais par personne, et puis désengagé, ouais, sur un point de vue humain, j'ai jamais aimé ni les groupes, ni les communautés, ni les coteries. Je pense que c'est normalement tout artiste a un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire il a comment dirais-je, la répulsion naturelle de toute forme de groupe par définition. C'est-à-dire parce que lui, il s'autorise à penser ce qu'il veut. Ça n'empêche pas d'avoir le courage d'avoir des engagements, Bien sûr. tu vois. Mais ne jamais, enfin je veux dire, moi je n'aurai jamais ma carte nulle part, et dans n'importe quel parti, même si je suis proche, j'aurai toujours la liberté de dire voilà, t'es un con, si j'ai envie de le dire, parce que je peux pas faire autrement. Voilà. Donc c'est une forme de, oui, on pourrait dire simplement que c'est, on peut apprécier une certaine collectivité. C'est quand même, je crois que les gens qui aiment, enfin en tout cas qui connaissent maintenant Radio Lorraine Enragée savent que nous sommes un collectif qui réunit en fait des individualités très très différentes et très fortes. Et voilà, c'est ça pour le coup, c'est la collectivité par le haut. Mais là je parle en tant qu'artiste, c'est-à-dire Bien sûr. qu'en tant que Français,
surtout aujourd'hui, mais après moi, ma philosophie politique dit qu'au contraire, il faut des groupes, il faut une cellule familiale, il faut une paroisse, il faut machin, et c'est la République en nous atomisant qui en fait crée des gens qui sont suicidaires. Mais je dis juste que l'artiste, c'est normal, l'artiste c'est celui, si tu veux, qui... J'ai toujours été comme ça, je l'avais jamais formulé comme ça, mais par exemple quand il y avait une soirée, j'étais le premier à faire 10 mètres, fumer ma clope et regarder. L'artiste, comme un philosophe, c'est un contemplatif. Mais après, en tant que citoyen, c'est juste qu'après, moi, j'ai du mal à serrer des mains, à garder des contacts et tout. Certaines personnes arrivent facilement. Moi, j'y arrive pas parce que mon tempérament, c'est plutôt l'isolement. Maintenant, vu la situation actuelle, je me force justement à essayer de serrer les bonnes mains, hein, des mains bien franchouillardes, mais c'est pas mon tempérament. Je pense que les artistes sont au contraire des gens qui aiment la solitude et qui aiment une forme de... Ils n'aiment pas être dans des structures, même s'il faut parfois. Ça, c'est pas un souci. On parlait de structure et pourquoi je parlais d'engagement. Oui, alors dis-moi, en quoi cet album est engagé? Je ne comprends pas. Parce que tu as un morceau qui s'appelle Le chant des gilets jaunes. Et alors, précisément, pourquoi c'est pas une forme d'engagement, mais pourquoi cette ode aux gilets jaunes? Oui, en fait, il a été écrit bien avant, mais justement, les gilets jaunes n'étant qu'une... Et d'ailleurs, les gilets jaunes vont probablement revenir sous une autre forme, etc. Mais j'ai mis le titre, j'ai longuement hésité, parce que je fais, tiens, c'est un peu... peut-être que c'est un peu, comment on dit, putassier, quoi, parce que je ne l'ai pas écrit pour eux, mais au final, Anne-France, par exemple, mon roman, dont on parlera dans une autre émission, je crois, je veux dire, c'est déjà les gilets jaunes aussi, quoi. Donc j'ai appelé les gilets jaunes parce que oui, c'est une chansonnette. En fait, c'est mon parcours, en fait, finalement, un peu politique, quoi. Et je me suis amusé. Alors, c'est mon parcours, et sur le fond, et sur la forme, je me suis amusé, pour ceux qui ont un peu de référence, je crois qu'il y a. Tu chantes ça ira, 5 ou 6, 7 chansons. Tu mélanges là, Oui, vous l'avez là sous les yeux? Ouais. Bon, on peut peut-être en écouter un morceau. Prends-moi par la main, même si tu es malade. Moi je ne suis plus rien depuis que tu m'as quitté. Douce France, il ne fait pas bon te chanter. Douce France, du doigt je suis montré. Douce France, il ne fait pas bon te chanter. Douce France, du doigt je suis montré. J'ai chanté à tue-tête l'international. Ça pour rien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire je me fais moquer. Contre nous de la tyrannie, on me traite d'abruti. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire je me fais moquer. Contre nous de la tyrannie, on me traite d'abruti. Douce France. C'est qui? Traîné, voilà. Ouais. J'ai chanté à tue-tête l'international, bon là je le dis. À l'ensemble de la patrie, donc c'est la Marseillaise. Partisans, ouvriers, paysans, c'est le chant des partisans. Ira pas, ben voilà. Donc, et je me suis amusé à donner, et je fais ça un peu dans mes romans aussi, c'est-à-dire que je veux aussi un peu transmettre. Et donc dans cette... Alors après, voilà, il faut... Mais c'est une synthèse de la France aussi. Oui, j'ai voulu aussi, voilà... Donc, celle-ci, à la limite, la plus engagée, ça serait peut-être pas de pression, tu vois, si jamais il fallait dire engagée. Celle-ci, c'est plutôt, on va dire, quelques clins d'œil. On peut dire quand même que tu es, d'une certaine manière, engagé contre le monde moderne, quoi. Il y a au moderne, il y a l'idéaliste. Quand on dit engagement, c'est on s'engage dans un combat aussi. Enfin, c'est pas forcément engagé dans un parti, c'est pour une cause aussi. Mais je crois que, tu sais, quand on dit engagement, c'est souvent, on a cette vision un peu militante, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'avais dit dans une interview écrite, je sais plus à qui, j'avais assez bien formulé la chose. J'ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est que
dans le monde cosmopolite dans lequel on est, un nationaliste, mais un Français en fait. Parce qu'un nationaliste, il y a toujours ce côté engagement justement. Un Français, c'est-à-dire un Français qui aurait des parents français et qui vit comme un Français, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un paysan sous Staline. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il faut éradiquer physiquement. Et en fait, les gens ne comprennent pas, mais c'est ce qui se passe. Par Ils commencent à comprendre. le grand remplacement, par les avortements, etc. Mais c'est comme ça qu'ils nous considèrent. C'est-à-dire que moi, ce que je veux faire, très sincèrement, c'est pas militer, mais c'est en fait, je suis moins dans l'action que dans l'être. C'est-à-dire que moi, je me dis, Romain, sois français jusqu'au bout. Tu vois, essaye de faire français. Enfin, je suis pas essayé parce que je le suis en fait. C'est-à-dire que moi, voilà. Tu vois, avec ma compagne, avec ma femme, on était quelques jours en fait en Savoie, une vieille auberge, qui coûte encore un bras par rapport à. Mais bref, c'est autre chose. Et le matin, le mec il coupait le cochon, quoi, tu vois. Mais nous, on était aux anges, quoi, tu vois. Et nos chambres étaient toutes en bois, on était perdus. J'y peux rien, c'est mon tempérament. Et donc, moi, ma seule action militante, c'est de me dire. Des Français tels que nous, on les considère comme Français. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sur YouTube, les tendances. Là, on parle à. Il a tout oublié. Tu vois, je veux dire, oui, on est, tu vois, on est dans un autre univers. Une forme de témoignage, et c'est juste de persévérer pour être allé dans le côté spinoziste de la chose, c'est de persévérer dans mon être français. Voilà. Je veux faire de la littérature française, de la poésie française. C'est pas tellement de la chanson française parce que effectivement je me suis très très influencé par Nirvana, etc. Bon, enfin, ça reste blanc occidental. C'est-à-dire que demain il y aurait Nirvana, tu regardes les concerts d'Asdes, des blancs quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné il y a une partition, il y a que des gens qui veulent, tu sais, les yeux grands fermés, qui voient pas que ne serait-ce que déjà dans l'art, dans les gens où ils vont, dans les réunions. Il y a déjà des partitions ethniques, pour pas dire raciales, qui existent quoi. Dans des concerts d'Asdes, il y a peut-être oui, il y en a, mais bien sûr, mais sauf que c'est que des blancs. Et tu vois, dans les concerts de rappeurs, la plupart du temps, c'est des soi-disant minorités ethniques qui ne sont pas minorités, et malheureusement, beaucoup de Français qui ont été baignés là-dedans. Mais ça reste occidental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma musique, elle est occidentale, ça c'est clair. Mais tu sais que même dans le rap, il y a un sujet qui m'intéresse un peu, même dans le rap, les rappeurs blancs attirent des blancs. Enfin, c'est impressionnant dans ces concerts. Et ça me surprend pas. Après, j'avoue, au niveau du rap, je suis complètement imperméable à ce... Justement, ce qui est marrant souvent, c'est que chez les rappeurs blancs, en fait, très vite, ils sortent du rap, en fait. Ils se tournent un peu, justement, plus vers plutôt de la pop, etc. On pense à... J'espère pour eux, parce que pour moi... Ils vont toujours essayer d'exploser un peu les codes, où le blanc joue toujours sur les codes, en fait, et essaye toujours d'en sortir. Dans une recherche de composition, en fait. De composition avec d'autres choses. C'est vrai. Mais là, t'en parlais, je voulais en parler peut-être pas tout de suite, mais tant pis. Faut vraiment parler des influences. Tu vois, c'est rigolo. Moi, c'est pas la première influence qui me serait venue. Tu parlais de Nirvana. Mais t'es né en 84 si je me trompe pas. Donc moi j'ai pas vécu. Moi quand j'ai aimé Nirvana, le pauvre il s'était déjà flingué. Quoi. Mais est-ce que les auditeurs auront peut-être compris, vous avez affaire à des individus qui sont de la même génération et donc il y a à la fois parce que beaucoup de gens dans le milieu, j'aime pas ce terme. Mais il faut qu'on arrête avec ces termes parce qu'en fait on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde, mais beaucoup de gens pensent qu'il faut peut-être revenir à plus de français, etc. Mais nous sommes les enfants de notre époque. Et ce qu'il y a justement dans ton album, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'on sent les différentes influences. Moi je vois Tiefen beaucoup, par exemple. On me l'a dit, et c'est marrant, j'ai jamais écouté. Donc, vraiment, mais comme quoi. Mais pourquoi pas. Je vois Tiefen, je vois Ferré. Ferré que j'aime pas du tout. Ferré, c'est étonnant. Alors qu'il est là, vous ne voyez pas. Brassens, c'est vrai. Voilà. Vous ne voyez pas sur les auditeurs. Autant tu vois, je vais être même un Ferrat très coco, très machin, voilà. Ferré, parce que moi, ce qui fait en tant que producteur de musique et au départ en tant qu'auditeur, ce qui m'a sensibilisé, c'est la mélodie. Et je trouve que chez Ferré, il en manque beaucoup. Et je n'aime pas ce côté incantatoire. Il y a parfois mais probablement, poésie un peu abstraite. Mais c'est très drôle parce que comme Tiefen, comme Ferré, je n'ai jamais écouté ces personnages, si ce n'est comme mais j'ai jamais écouté pour écouter.
Bon, en tout cas, ben, évidemment, c'est un c'est ressenti personnel, quoi. Ouais, non, mais Mais c'est quand très j'ai- intéressant. quoi, Quand, parce quand que- j'entends Cher et tendre, qui est une chanson d'amour, Alors là, c'est un poème à la base. ouais. qui est une chanson d'amour, mais un amour très physique. Bon, voilà, c'est. Ah ouais, Là, ça- si tu commences à regarder au-delà des métaphores, c'est même pornographique. mais C'est bon, même pour nous. J'ai si soif, soif de vous, et tellement faim de toi. Vos deux seins montés en neige, avec leurs framboises, font saliver ma bouche et mon cœur aux abois. Au dessert, affriolant, gourmandise grivoise. Donc j'aime le suc de tes os excités qui transperce ta peau et lubrifie tes membres. Mon âme est nagée dans un champ d'oliviers où ton ventre luisant se balançait, se cambre. Mais pour moi, c'est la beauté de l'art, c'est que quand tu peux, par la métaphore, rester sur le fil des choses, tu peux te permettre. Voilà. Mm. Et moi, je pense Tu te que là- retiens en fait en un sens. Enfin, tu Non, vois, mais t'es et surtout toujours qu'il y a un du peu travail, et ça, c'est des alexandrins avec Mhm. césure à la mystiche, rime féminine, masculine, et que, en fait, il y a que quand tu traduis les images en choses Que ça devient que pour nous. ça devient porno. Mais autrement. Mais quand c'est comme ça, c'est une coupe de fruits, c'est tout. Voilà. Voilà. Bah, pour Moi, le je pense coup, qu'on peut tous autoriser, ça dépend comment tu le comment présentes. tu le fais. Enfin, tout. Non, tu peux pas faire une ode à la pédophilie, même si c'est bien fait, évidemment. Mais en tout cas, je reste français. Tu parlais justement du milieu, machin. Bon, Ouais. on va pas citer le personnage dont on parlait à l'instant, mais la France a toujours été quand même, on appelle ça païenne, on appelle ça un peu paillard, mais moi je suis français, quoi. C'est-à-dire que en France, on aime la femme, on aime la nudité, on aime l'ivresse, et c'est ce qui fait notre génie, quoi. Et justement, bah, Sans tomber dans une débauche stérile. Voilà, mais je veux en dire, voilà. transcendant ça par Alexandre. Voilà. Voilà. Et ça a été, parce que tout est un peu calculé de ma part, cette chanson particulièrement, ça a été une ode à la paillardise française. C'est juste qu'elle est sur un riff limite entre Asdes et Nirvana. C'est assez. Je pense que j'aimerais très sincèrement avoir cette expérience. Et d'ailleurs, tout artiste rêverait de ça, c'est de pouvoir écouter ses productions comme si, tu vois, d'un œil extérieur. Alors, il n'y a pas 36 façons d'y arriver, on n'y arrive jamais. C'est soit le temps, c'est-à-dire en gros, genre mes chansons, je les écoute pas pendant 5 ans, tu vois, et je les écoute comme ça, et soit la distance aussi, parce que des fois je mets mon sur le PC et je me mets loin, et j'ai l'impression que c'est pas moi. Mais sauf que, voilà, c'est toujours moi. Mais effectivement, tout artiste, ou même pour les livres que j'ai écrits, j'aimerais pouvoir lire mes productions comme si c'était pas moi, sauf que c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Moi, ce qui me manque en tant qu'artiste, je l'ai eu un peu pour Anne France. C'est pas le succès, c'est pas la gloire. C'est justement ce genre d'échange qu'on peut avoir aujourd'hui. En fait, je suis en manque de plus de considération, tu vois. Me dire tiens Romain, oui, ça m'a parlé. En fait, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ça. Plus qu'avoir un succès, j'aimerais bien en avoir, hein, mais justement un retour sur une production. Est-ce que ça a un sens ce que je fais aussi? Parce qu'à un moment donné, l'art, au-delà d'être quelque chose de très psychologique qui m'aide à tenir, t'essayes de... C'est quoi l'art finalement? C'est soit une forme de surabondance, c'est-à-dire qu'en fait pour moi une œuvre d'art c'est une annexe quasiment charnelle d'un corps qui est trop petit en fait, pour une âme qui est un peu qui bouillonne. Ça c'est une partie de ce que ça peut être l'art. Sinon après c'est aussi une façon de résoudre des problèmes quasiment psychologiques. C'est-à-dire que t'as un désordre intérieur effet cathartique. et tu veux en faire un ordre extérieur. Voilà, c'est tout. Et aussi un truc de traduction, comme je disais tout à l'heure sur les émotions. Je sens quelque chose, je vais essayer de le transmettre. Après, ça c'est une chose, mais après, il faut aussi, je pense que l'art, en fait, si c'est fait sincèrement avec les tri, je pense que les gens s'y retrouvent. Et donc c'est pour ça que moi, c'est ce qui me manquait. C'est ce que, en fait, aujourd'hui, le manque, on va dire,
de publicité de mon art, ce qui me fait du mal, c'est que j'ai pas assez de retour par rapport aux gens. C'est pas parce que voilà, je passe pas sur téléphone et tout, ça je m'en branle. Mais je l'ai un peu. Avec Anne France, j'ai eu beaucoup quand même. Parce que ça a beaucoup plu. Sur l'album, j'ai eu un peu aussi. Mais c'est normal de vouloir savoir aussi ce qu'on vaut. En fait, ce qu'on vaut, et oui, enfin ce qu'on vaut, moi je pense savoir ce que je vaux à peu près. Mais surtout est-ce que tu es en connexion aussi à peu près avec des gens. Après à la limite peu importe, c'est à dire que mettons que moi je fasse des poèmes qui soient sublimes, bon bah si personne, je rentre en phase avec personne, à la limite je m'en branle, moi j'ai fait du beau, je vais faire du beau, tu vois. C'est des fois tu rentres en phase 2 siècles après, hein. De toute façon tu fais pas ça pour ça, mais disons que c'est toujours ça fait toujours plaisir, tu vois. Tu te dis tiens, je suis un peu considéré parce que c'est tellement dur, c'est-à-dire que quand t'es au-delà du cliché de l'artiste de gauche de merde, l'art, enfin moi un poème des fois j'ai passé des semaines à écrire un paragraphe, quoi. Donc quand tu bosses comme ça dans le vide, tu sais que tu fais ça pour une bonne raison, juste pour le beau, c'est juste que t'aimes bien avoir 2-3 retours de temps en temps, c'est tout. Pour savoir, c'est ça. Et juste pour rester du coup sur Cher et Tendre, et ça ressemble beaucoup plus dans Anne Frank, mais ton catholicisme. Anne France, pardon. J'en ai moins vendu que... Comment justement tu arrives à concilier ce côté grivois, païen, paillard avec ce côté catholique? Parce qu'on dit souvent le catholicisme est opposé à la chair. Mais parce que moi au fond, je crois qu'il y a eu peut-être un malentendu, mais moi je suis pas catholique. Enfin, en fait, je l'ai expliqué, je sais plus à quel moment, mais moi je suis catholique comme un Athénien croyait à ses dieux. C'est-à-dire que pour moi, c'est la religion de la France. Donc je ne vais pas renier ce qu'a construit mon pays. Mais je n'ai pas malheureusement la foi, même si je la recherche, et je n'attends pas que le pape me dicte ma vie, en fait. C'est juste que je suis catholique par, on va dire, culture. C'est-à-dire que tout ce qui a été... Déjà aussi, quand je suis passé par la philosophie, parce que j'ai fait des études de philosophie, et très tôt, à part quelques exceptions comme Nietzsche ou Schopenhauer, tous les plus grands que j'ai aimés étaient catholiques, quoi. C'est-à-dire que Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin et Blaise Pascal sont pour moi les plus grands esprits. D'ailleurs, même Nietzsche disait, il disait, et la phrase exacte, je ne l'ai pas, mais en gros, il disait qu'en France, l'excellence est catholique, quoi. Mais même lui l'avouait. Pourtant, il est tout sauf catholique, ce type, quoi. Et dans sa jeunesse, il voulait quand même devenir homme d'église. Donc, bon, il avait peut-être un... Voilà. Il y a quand même un tropisme chez lui. Voilà. Mais voilà, moi, c'est juste que en fait, par Anne France, mais qui était une fiction pour moi. Enfin, je veux dire, c'était une vieille femme, je suis un homme, je suis jeune, très catholique, très pieux, ce que je ne suis pas. Mais moi, je suis français. Voilà. Ça, je le renie pas. La seule chose que je renie pas, c'est que je suis français. Le reste, c'est que mon rapport au catholicisme, il est, je pense, plus culturel que cultuel. Voilà. La culture aujourd'hui, comment repartir d'après toi à la reconquête du beau, finalement, compte tenu de l'immensité de la chiasse que nous sort le monde culturel actuellement. Tu le fais justement, tu sors là, tu écris, tu composes, tu chantes. Qu'est-ce qui pourrait donner envie à des petits jeunes chez eux, perdus entre les auteurs qu'ils aiment, leur paquet de clopes, leur mélancolie et leur guitare qui traîne? Qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, donner envie à des petits jeunes de vouloir faire un peu, faire de l'art, quoi, voilà, écrire, faire de la musique? En fait, aujourd'hui, le problème, mais même de la France en règle générale, c'est pas un problème de susciter des vocations. Moi, je pense qu'elles existent. Et c'est pour ça que j'ai toujours foi en la France, c'est qu'il y a un génie français qui est biologique même, hein, qui a été des sédimentations... même au niveau de l'ADN, en fait. C'est-à-dire que moi, tu crois quoi, en fait, si j'ai une facilité un peu à écrire, ça vient pas de moi, en fait, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai découvert, enfin, je savais avant, mon père, par exemple, écrivait beaucoup de poèmes à ma mère, tu vois. Bon, les poèmes sont pas mauvais, hein, tu vois, mais voilà. Et j'ai remarqué que quand il devait faire une missive ou une lettre un peu, tu sais, de réclamation, par exemple, il avait limite un petit don de pamphlétaire. Mon père écrit très bien. C'est juste qu'il a jamais voulu aller là-dedans. Mon grand frère a gagné un concours de poésie.
Pareil, il a une belle plume, mais lui, c'est l'informatique, il est là-dessus. Donc ça, je ne dois pas à moi, en fait. C'est-à-dire que je pense dans des générations, etc., il y a eu quelque chose qui s'est fait. Je sais plus qui a été... Ah oui, c'était sûr. Donc Susciter en des fait, vocations. il n'y a pas à susciter des vocations en France, comme les rares pays au monde de génie. Je pense qu'il n'y en a pas 36. Il y a la Russie, il y a la France, les pays européens globalement, les États-Unis plus ou moins. Je veux dire, moi j'ai eu besoin de personne en fait. Comme malheureusement je manque de maîtres. J'avais eu un maître, c'était plus rapide. Mais moi, il m'a suffi d'être dans une de visiter, si j'aime bien ce terme finalement, des bouquinistes. J'ai acheté pour, t'imagines, 2 euros. T'imagines qu'aujourd'hui, on nous parle d'accès à la culture, mais de quoi on parle? Ah ouais, non, mais... Tu peux avoir les pensées Moi, de Pascal pour 2 euros. Ouais, pour un bal. Mais Ouais. moi j'en ai volé des livres, Voilà. alors je peux te dire, Ouais. voilà, tu sais, C'est pas le seul. faudrait qu'il me fasse un Ce sera procès. coupé au montage, ça, parce que les gars... Ouais. Non, enfin bref, j'ai jamais volé évidemment. Mais t'as 1 euro, tu peux avoir tu peux avoir les romances de Verlaine. Alors, de quoi on parle, quoi? La culture, les musées sont gratuits. Et la France est un musée à ciel ouvert, tu vois. Tu visites les rues, tu regardes, tu t'informes. Donc, Tu lèves le nez. le problème français est pas de comment susciter des vocations, si même, évidemment, plus tu mets en avant de la médiocrité, et plus peut-être que tu vas pervertir des âmes. Ça, c'est clair et net. Mais, en tout cas, je pense que le génie d'un peuple... désolé de me citer un peu en exemple, mais je crois que je suis un extraterrestre. C'est-à-dire que quand tu lis ma poésie, tu te dis, mais le mec, d'où il vient, quoi. Genre, à l'heure de Maître Gims, tu vois, le mec, il est des perché. il est perché, quoi. Il a rien compris trop et tout. chapat. C'est le mec, tu sais, il prend de l'acide, machin. Mais parce qu'en fait, pour moi, alors, pour le coup, il faudrait faire une émission entière de pourquoi j'ai été amené à faire ça, mais je le fais, c'est tout. Et moi, à mon petit niveau, à la limite, là, pour répondre peut-être plus à ta question directement, j'en ai pas eu 100, mais j'ai peut-être eu une 50aine de messages où j'ai sauvé des petits blancs du rap. Ils m'ont dit, en fait, je croyais que le rap, c'était indépassable. Mais déjà, il y avait, tu vois, un souci chez eux, tu vois. C'est-à-dire que le mec, je l'ai pas transformé. Déjà, le mec, c'était déjà une âme supérieure. C'est juste qu'il était, pour lui, avec du rap, etc. Il est tombé, va savoir comment sur moi. Il m'a dit, j'ai tout foutu à la poubelle, je lis Baudelaire, quoi. Voilà, pour moi j'ai réussi. Même si moi peut-être que j'ai converti une centaine de personnes, je crois. C'est déjà bien. T'as déjà gagné, ouais. Bon, Bien, c'est Saint François de Sales disait s'il y a une personne dans l'église, il faut que je prêche, quoi. Donc, bien sûr. et Mais du coup, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a le même problème qu'en URSS ou comme toutes les dictatures totalitaires. Et c'est pour ça que nous on est le cul entre deux chaises. Il y a la France et il y a ce qu'on nous montre de la France. Et sauf que ça ne correspond pas. Et c'est pour ça qu'un jour ça va forcément s'effondrer. Sauf que nous on l'attend. On attend comme le système soviétique. On va dire putain, il va forcément s'effondrer. Parce qu'il est tellement en décalage avec le réel que voilà. Effectivement, mais moi je pense que le génie français, c'est il vit, il a sa petite famille, il fait son truc. Et le seul problème, c'est qu'il n'est pas médiatisé. En fait, quand la France était la France, et ben en fait, on parlait de Bourvil. Bourvil aujourd'hui, on n'en parlerait pas. C'est tout. Avant, quand la France était la France, c'est qu'il y avait une connexion entre le pays dit réel et puis ses institutions médiatiques, politiques, etc. Aujourd'hui, il y a une déconnexion totalitaire entre ce que peut être le peuple français et ce qu'on nous en montre. Mais ça n'empêche pas que ça existe toujours. Parce que là, pour le coup, il y a des génies français à tous les coins de rue, je vous assure. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires en tout, en cuisine, en sculpture, etc. Enfin, c'est même bouleversant, quoi, tellement c'est... Donc le boulot, il est à faire sur la promotion en fait, de ces gens-là. Il n'y a rien à faire, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est justement très... très c'est les canaux qui vont pas. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que la substance, elle existe encore. Par là, je voulais aussi développer l'idée que, parce qu'en plus, comme on l'a dit un petit peu avant, nous sommes chaperonnés par le triptyque Brel, Ferret, Brassens au-dessus de nous. Il y en a un autre, là. Et il y en a un autre aussi, alors là, avec, qui est tout aussi avec important. les tontons, donc Ventura, Blier, Blanche. Mais donc, en gros, et d'ailleurs, parce que là, on parlait malheureusement aujourd'hui, ce
ce sont des personnages qui font partie de la mythologie, mais c'est une mythologie. Ah, t'y finalement, vas vite, mais c'est quasiment ça, ouais, c'est vrai. C'est Ouais. quasiment des. Que de nous la essayons de mythologie. garder Mais en vie. au final, Non, c'est pas que- si loin que ça. mais hein. ce qui ne Ça sont pas coûte si loin. 2 € d'acheter un Ah, mais, DVD. et puis surtout, C'est pas si loin, mais Et ça rappelons-nous- commence à être loin. Quand même, et en rappelons-nous, termes ça de- commence à être loin, mais rappelons-nous quand même que ces gars-là, là on parlait des Tontons Flingueurs ou Brel, Ferré, Brassens, ces gars-là étaient les grands succès à une époque. C'était pas du cinéma d'auteur de niche Non. chiant ou je sais pas quoi. Non, c'était des grands succès de l'époque. Donc, et t'as un peu parlé de ça, mais je voudrais juste qu'on creuse un tout petit peu l'idée là. C'est que aujourd'hui, on manque en fait de pères. C'est-à-dire on avait grosso modo, on avait des pères qui nous montraient ça. Et aujourd'hui, comme on est une génération, comme on dit en Fight Club, les deux à un moment discutent et les deux se disent voilà, on est une génération d'hommes élevés par des femmes, mais on n'a pas de père. C'est peut-être ça aussi qui nous manque, c'est-à-dire qu'on. Mais on les a, c'est-à-dire que en fait, moi j'ai, une fois de plus dans un article, j'avais introduit ce concept. Si j'étais un intellectuel et que j'avais que ça à foutre, je ferais un essai sur pour une nouvelle renaissance. Mhm. De ce qu'on en connaît, hein. Je dis pas que la Renaissance, etc. Mais à un moment donné, ce que je crois avoir compris de la Renaissance, c'est qu'ils sont revenus à des anciens, tu vois. Et je pense que nous, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, même si c'est vraiment, alors là, tu vois, c'est de la boucherie, c'est au couteau, mais il faut déclarer comme nulle et non avenue toute production artistique, intellectuelle de ces 60 dernières années, on va dire. Ouais. Peut-être pour faire Grosso large. modo, ouais. Allez, 40 ans, on va dire. Mais 40 en ans. sauvant 2-3, quoi. Mais On en sauve, voilà. on en sauve, mais c'est pas le problème. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu parlais de mythologie, très intéressant, il faut qu'on revienne sur des bases saines. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que moi, toutes mes références sont des références, enfin, je veux dire, à la limite, les gens que je considère et qui ont pu m'influencer, les plus récents, c'est Barjavel et Orwell, je pense. Tu vois. Voilà, en gros. Quelqu'un Et qui est dans en la- 1984, c'est logique. Et dans la musique, ça peut être Brel, Brassens, ce qu'on veut. Mais quand même, il y a. Voilà. Mais il faut pas oublier les mecs qu'on est en 2020. Des fois, tu sais, je me rappelle ça aussi. Parce que des fois, je vois des émissions des années 80, qui étaient déjà. C'était déjà le début de la fin. Je me dis, en fait, ça fait 40 ans. Mais t'imagines 40 ans, 19 ans, 1940. En sachant que le temps s'accélère. 40 ans, c'est énorme quand C'est même. énorme. Surtout quand le temps s'accélère. Donc faut pas oublier qu'on en est là aujourd'hui. Mais oui, moi j'ai toujours souffert, que ce soit sur un point de vue personnel, que sur un point de vue après intellectuel ou artistique. Pour le coup, je me suis fait tout seul. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es français, tu n'es jamais tout seul. Baudelaire, Verlaine, Lamartine, tu n'es jamais tout seul. Tu es un bouquiniste qui malheureusement n'existe plus, tu te prends un Baudelaire, et je le dis, ça peut paraître caricatural, mais pour moi ça a été tellement vécu, j'achète ça 1,50€, je vais au bord de la Saône et je lis. Et ça c'est le génie justement de la culture. Un Français ne doit jamais se considérer comme être tout seul, même si c'est plus facile et plus efficace d'avoir un maître. Moi aussi j'avais eu un maître en philosophie, artistiquement, etc., mais j'aurais... Tu vois, ça aurait été plus simple. Bien sûr. Bon, bah, j'ai pas eu de maître physique, j'ai eu des maîtres qui sont morts, mais qui avaient leur production. Et donc, Romain Guérin, ce qu'il a fait, principalement en musique, je sais pas trop, mais principalement en poésie, etc., ses maîtres, eh ben, c'était Baudelaire, Lamartine, Gautier, etc. Donc, c'est eux qui... Et j'ai pas eu besoin de quelqu'un. Et justement, c'est. Et la France, elle est d'une richesse incroyable. Donc, il suffit de... Tu vois, enfin, toutes les grandes âmes, elles le font. En fait... ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie, mais les maîtres existent. Il suffit d'ouvrir un livre, tu vois. Donc, Justement, pour parler de la musique, ça a été. Donc toi qui as commencé par la poésie et l'écriture. j'ai commencé vraiment par la musique, en fait. Ah, tu as commencé par la musique, d'accord. Parce que j'ai te demandé le Sincèrement, passage à la musique, ça non. s'est fait facilement. En fait, tu revenais à tes premières amours. Si pourquoi la musique existe aujourd'hui, c'est effectivement une très bonne question, mais j'ai commencé par ça, par peut-être que j'avais gratouillé quelques poèmes pour une connasse au collège déjà, où j'ai été dans le dictionnaire, je faisais mes petits vers et tout, donc pourquoi pas. Mais j'ai commencé vraiment par la musique. Ça a été un peu assez dingue. J'étais au lycée, ils étaient tous musiciens. Moi j'ai dit, ils voulaient faire un groupe. Bon, vu que je savais pas d'instrument, je sais pas, moi je peux chanter, je chantais comme une merde.
Donc ça s'est vite terminé. Après j'ai dit je vais faire de la guitare pour supporter ma voix et là j'ai travaillé pour faire quelque chose. C'est ce que j'aimais faire et après j'ai eu plusieurs groupes. Après en vieillissant je me suis rendu compte que j'étais pas du tout un troubadour, que je commençais à me cultiver, à lire et qu'en fait je voulais écrire quoi. Donc moi tu vois autant quand on disait je sais ce que je vaux, sincèrement je pense que ma musique ne vaut pas grand chose on va dire dans l'histoire de la musique. Elle a une valeur, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir de la mélodie, etc. Par contre, en ce qui concerne la prose et la poésie, je vais être un peu plus orgueilleux, quoi. Parce que c'est ce que j'ai choisi et que je sais, pour le coup, ce que je vaux, tu vois. Évidemment, je sais que je suis pas Balzac, mais je pense que je suis dans le peloton, quoi. Mais la musique, alors oui, pourquoi j'ai voulu la réactualiser, c'est parce qu'elle existait. Elle m'a demandé beaucoup de sacrifices, même des choix professionnels. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais pas eu peut-être que je serais pas un prolo si aujourd'hui, si j'avais considéré que la musique c'était accessoire. Non, j'y suis allé jusqu'au bout. J'ai considéré qu'il y avait une valeur esthétique, et puis aujourd'hui, où j'avais mon petit public, d'ailleurs c'est mon public qui l'a financé, hein. J'ai fait un Ulule, Ulule. Les gens ont financé mon album, donc c'est qu'ils me faisaient confiance, et tous les retours que j'ai eus, et je me suis dit tiens, pour le coup, on va faire du gramscisme, parce qu'il y a beaucoup de gens de droite qui parlent de Gramsci, déjà ils l'ont pas lu, moi j'ai lu tous ses carnets de prison, d'ailleurs j'encourage tout le monde à lire ses carnets de prison parce qu'avant d'être un communiste, c'est quelqu'un de brillant. Et de très agréable à lire d'ailleurs. Il parle d'un peu de tous les sujets. Voilà, c'est un des, pour le coup, voilà, l'Europe, hein, c'est un des penseurs européens assez importants pour moi. Et justement qui coupe complètement avec le marxisme qu'on puisse. Enfin, c'est un marxisme intelligent, donc il faut le souligner, quoi. Et j'encourage donc les gens à lire ses carnets de prison. Déjà par le romantisme du truc. Le mec est en tôle, il écrit des sommes de trucs. Et je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai un peu de surface, peut-être que par la musique, volontairement, parce que tu parlais quoi, d'être engagé, au contraire, volontairement, j'ai voulu faire un album complètement audible par tout le monde. Pour l'instant, ça n'a pas l'effet escompté, c'est-à-dire que j'ai 6 ou 7 000 vues sur mon premier clip, je vais en refaire d'autres, on verra, ça va vivre, mais en tout cas, c'est cette volonté de montrer un visage présentable, et on va dire un peu mainstream, un peu pour utiliser un anglicisme. Donc c'est pour ça que j'ai réactualisé ce que j'avais déjà fait auparavant, pour déjà me dire tiens tu l'as fait, donc c'est dommage de foutre ça à la poubelle parce que ça t'a demandé beaucoup d'énergie, et puis en plus dans ta démarche maintenant de on va dire de métapolitique, pour pas dire propagande, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Et est-ce que ça appelle un prochain album? Oui, mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que moi, j'ai assez pour faire deux autres albums. J'ai plein de choses sur le coude, en littérature, en musique. Là, la priorité, c'est déjà pouvoir faire des clips, donc de les financer le plus possible, parce que finalement, quand tu écoutes l'album, à 2-3 chansons près, elle mérite tout un clip, quoi. J'ai déjà en tête, ce qui est très frustrant, tu vois, parce que tu te lèves le matin, tu te dis putain, il manque que du fric pour pouvoir faire ça. Non, l'actualité, c'est de faire vivre cet album le plus longtemps possible par des clips. Voilà. Ça, c'est la priorité. Le reste, on verra. Donc, vous l'avez entendu, chers auditeurs, il va falloir soutenir Romain Guérin. J'arrive vers la fin. Il y a aussi une de tes chansons qui m'a intrigué, c'est la dernière. La chanson éponyme. C'est une piste entièrement musicale, sans texte. Et il y a une espèce de... Comme je disais à mon camarade en écoutant, j'ai entendu comme une forme de chant grégorien derrière. Une sorte de chant un peu particulier avec des nappes de son comme ça. On la mettra, donc vous ferez votre propre idée. Et vous pouvez commenter avant d'écouter la réponse de François-Xavier et de Romain. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous avez entendu dans ce morceau. Exactement.
ça a été l'aspect, je pense, que tu vois un peu enlevé, lyrique, enfin, mais pas lyrique, parce qu'il n'y a que des murmures. Ça a été fait par la collaboration que j'ai eue avec Fantôme Déconnecté, qui était aussi une volonté de ma part bah voilà, de faire communauté pour le coup. Fantôme Déconnecté, il est à Lyon. Ouais, il est dans une partie que j'aime pas spécialement, c'est la musique électronique, tout ça, mais il a son truc. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'arpèges comme ça, etc. Et en fait, on a fait une forme de collaboration, et j'avoue que j'en suis très content, parce que je lui ai laissé carte blanche, je lui ai rien dit de faire, il a fait son truc, et j'en suis très content. Et j'ai voulu renouer avec ces... alors, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais que dans ma période où j'étais vraiment musicovore, j'aimais beaucoup le concept, on appelait ça à l'époque hidden track, ou ces chansons fantômes, machin. J'aimais bien soit la piste cachée où t'attends une demi-heure. Avant, il y avait Offspring, Nirvana qui avait fait ça. T'attends une demi-heure pour avoir un petit bout de morceau, ou t'as un morceau un peu voilà, qui dénote avec l'album. Bah là, voilà, j'ai pris. D'ailleurs, ce morceau, ce qu'il faut savoir, c'est que cet arpège que les gens pourront écouter, j'ai dû l'écrire, j'avais 3 semaines de guitare, quoi. Donc, comme quoi, c'est très simple, mais déjà on voit qu'il y a une atmosphère. Et après, Fantôme Déconnecté a fait son boulot. Il y a 2-3 passages que je trouve peut-être un peu à la fin, il abuse un peu, il est vraiment dans le très électronique. Mais je pense qu'il a saisi ce que j'ai voulu faire avec lui, et donc moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et ça a permis de faire une dernière chanson, arpège, qui était un arpège qui était que j'ai dû composer quand j'avais 17 ans, tu vois, mais que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit univers. Et lui, je pense qu'il l'a sublimé un peu à sa manière, donc voilà. Parce que moi, quand je l'ai entendu la première fois, moi j'ai entendu un peu c'est l'aube avant le combat, tu vois. L'aube avant un grand combat, presque un peu mystique, tu vois. C'est possible, non mais... Le soleil sur la prairie. Non, mais ça peut être l'exemple de Gladiator avant le combat contre les Romains. Je verrais peut-être même plus, tu vois, quand t'appelles ça, là, avec Gandalf et tout, là... Seigneur des Anneaux. Ouais, ça pourrait être un truc comme ça, ouais. Il y a un truc assez épique, en fait. Parce qu'il y a... Et comme je te disais, moi, ce qui m'intéressait, tu vois, cet arpège, c'est juste 2 notes qui sont répétées, après, bon, j'habille un peu. Mais pour moi, c'est ça le génie, quoi, de la musique. C'est comment de rien surgir quelque chose, tu vois. Et après, quand tu as du talent, qu'une fois que tu as fait surgir quelque chose, tu peux l'habiller. Mais en fait, c'est ça qui est important dans la musique, pour moi, et c'est ce qu'on appelle des compositeurs. Enfin, en tout cas, les gens qui, de rien, créent une mélodie. Et après, il y a des mecs qui arrangent, etc., qui ont cette capacité-là. Mais... je donne cet exemple de Something in the Way de Nirvana. Le mec, c'est... Et moi, quand je l'ai écouté, je fais putain, je suis sous le pont avec lui, quoi. Tu vois, je le vois sous le pont à récupérer des guns rouillés et tout. Bon, bah, c'est qu'il a gagné. Bon, bah, c'est 4 notes. Voilà. Mais sauf que même tous les plus grands compositeurs, tiens... Bah, je veux dire, n'importe quel demeuré, au bout d'une heure, il sait la jouer, ça. Ouais. Sauf que pour la sortir, surtout quand t'es un demi-sourd, sauf que c'est génial, ça. Bon, après, lui... Mais c'est ça, le truc, c'est comment sortir. Et ben, cet arpège, c'est pareil. Et ben là, tu sais que t'as déjà posé le truc, quoi. Et alors après, quand t'as de la chance d'avoir des potes musiciens et tout, ils peuvent t'éclater, mais... ok, c'est 2 notes, mais ces 2 notes mis, t'as déjà une ambiance. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a le plus dur à faire en musique. Après, tu l'as ou tu l'as pas. Ça, c'est un truc qui s'apprend pas. Bon, bah, ça sera ma dernière question. Ah, encore une. Ouais. Mais j'aime bien poser ce genre de choses, parce que ça permet aussi de donner un petit peu de référence aux auditeurs. Si tu devais choisir, allez... c'est difficile, hein, à chaque fois on peut se faire insulter pour ça, mais allez, 5 albums qui t'ont touché, qui t'ont marqué, qui ont été fondateurs. Alors oui, ça va être dur, parce que je vais pas non, mais c'est dur pas parce qu'ils sont rares, justement. Oui. C'est dur parce que là, t'aurais dû m'envoyer la question avant, j'aurais réfléchi. Mais c'est pas si dur que ça, parce que très sincèrement, en tant que mélomane, je crois, mélovore, tout ce que tu veux pendant le Walkman, tout ce que tu veux pendant des années,
très sincèrement, les artistes qui ont fait ne serait-ce qu'un album que je peux écouter avec plaisir du début à la fin, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Ça n'empêche pas que je puisse respecter d'autres artistes parce qu'il y a 5, 10 chansons, etc. Mais les artistes qui ont eu ne serait-ce qu'un album, je ne parle pas de leur œuvre en plus, un album que je prends plaisir du début à la fin, il n'y en a pas beaucoup. Immédiatement comme ça, je te dirais Nirvana. Alors Nirvana, c'est toutes les chansons en fait. Il n'y a pas une chanson de Kurt que j'aime pas. Donc c'est parce que c'est mon truc à moi. Oui, non, mais... Kurt, ça a été bon. Ah, puis tu me fais plaisir aussi. Donc mais Kurt, je pourrais en parler. Je connais bien le personnage. Je fais pas du tout l'apologie de. Mais c'est juste qu'il y a une sensibilité. Ce que j'aimais chez Kurt, c'est la mélodie, et j'avais l'impression que c'était son ventre qui chantait et pas lui. Bref. Donc moi j'ai Nirvana, il y a Offspring aussi qui ont fait de très bons albums. Il y a Neil Young, Harvest. Harvest qui est un album fantastique. Après il pourrait y avoir le best-of de Paul Naref. Pas un album particulier, mais Paul Naref a fait au moins 15 chansons que je trouve magnifiques. Pareil pour Brel Brassens, il pourrait avoir des best-of parce que j'aime pas tout. Bah tiens, elle est morte récemment, Marie Laforêt, parce qu'on n'en parle pas, mais elle a fait des chansons mais absolument admirables. Et j'ai fait un petit post justement sur Facebook en disant voilà, je suis déconnecté Code des Merdia, mais mon petit doigt me dit qu'elle a pas reçu les hommages mérités. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, alors que c'est pour moi, c'est comme Piaf en fait. C'est Marie Laforêt, c'est extraordinaire. Et après, pour y avoir ABBA aussi, il y a beaucoup de chansons d'ABBA, il y a beaucoup de mélodies dans on a ABBA. déjà dépassé les 5 là. Non, mais c'est pas grave. Non, mais Encore quelques-unes, voilà. mais Après, justement, c'est ça qui est. tu mets un best-of d'Iron Maiden aussi. Peut-être que je vais l'accepter. Des choses comme ça, mais voilà. Bon, c'est les premiers que j'ai dit, mais je pourrais en dire d'autres. Mais ce qui me viennent quand même, tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'albums de A à Z que j'écoute avec plaisir. Il y a des fois des chansons, des fois des atmosphères. Mais là, après, c'est pareil, on parle de pop rock ou de chansons françaises. Moi, après, tu me mets des chants grégoriens, je les écoute en boucle. Mais c'est une autre forme d'écoute, quoi. C'est une autre forme d'écoute. Bien. Eh ben, chers auditeurs, je crois que... On vous a fait voyager. Hein, on vous a fait voyager, puis j'espère que la première des choses, c'est que j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter ou de réécouter Romain et son album Fugue. On vous mettra bien sûr des extraits de toute façon tout au long de notre son. Et nous allons remercier notre hôte. Merci à vous, les amis. Je pense que ça a été constructif. Alors c'est simple, j'ai un site qui centralise tout. C'est romainguérin.fr, donc ça se trouve. Donc là, toutes mes productions, quels que soient les éditeurs, sont dessus. Et j'ai ouvert une page Tipeee. C'est du mécénat. Aujourd'hui, je crois que j'ai 11 tipeurs à 28 €. Ça peut faire 50 centimes, 1 euro, ça aide. Et voilà, après j'ai une chaîne YouTube et un Twitter, mais c'est moins important. Mais en tout cas, voilà, j'ai un site qui centralise tout ce que je fais, quoi. Et vous aurez tout ça en description, chers auditeurs, donc ça sera facile à trouver. Alors je remercie aussi Perceval qui était avec moi. Et Perceval le Lorrain. Perceval le Lorrain. Pas le Gallois. Le Lorrain, évidemment. Et je vous invite comme d'habitude à partager cette vidéo, à l'envoyer à tous vos amis amateurs de belle musique et à nous rejoindre sur tous les réseaux que vous connaissez, à nous aider également sur Tipeee pour aider la radio à tenir le coup et à garder le rythme surtout. Et enfin, comme disait le menhir, la vie commence toujours demain. Je vous souhaite le meilleur. À la prochaine. Parfois, on m'a demandé ce que c'était qu'un artiste, si vous voulez. Enfin, parce que c'est ça. L'art, je connais pas, je n'ai jamais pratiqué une discipline stricte. N'est-ce pas? La chanson, c'est une petite chose. Je crois aussi que le cinéma est une petite chose, d'ailleurs, vous savez. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont mal aux autres et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres. Et puis, il y a aussi des gens qui ont du talent et des gens qui n'ont pas de talent. Alors j'essaie de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que cela. Et après, il y a toute une vie à user pour essayer de faire ce quelque chose.